Bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde nous entend. Merci aux présentations antérieures de poser le cadre et Fleur avec les questionnements et puis avec cette volonté, cette comme une condition pour la prévention et la conception des nouvelles situations de travail en interdisciplinarité. On va dire en quelques mots, juste quelques, et puis un extrait d'une action pluridisciplinaire sur l'usage d'un robot. Un autre, pas les mêmes que Aurélie, mais comme vous allez voir, ça part en fait des mêmes constats, c'est-à-dire que je pense ce qui est le plus facile pour l'entreprise, c'est d'évoquer les facteurs biomécaniques. Parce que c'est exprimé probablement plus facilement par les opérateurs, parce que probablement c'est exprimé plus facilement par leur encadrement, parce que probablement tout le monde met 2 derrière 2, c'est un chiffre. Et puis que 2 parlent à tout le monde, alors que le sens, comment tu te sens aujourd'hui, ça commence déjà à être subjectif, on voit bien qu'ils sont pas d'accord, comment on va se sortir. Enfin voilà, toutes ces questions-là, on comprend en fait pourquoi il y a ces difficultés. Et que dans l'exemple qu'on va vous montrer, on a essayé de combiner en fait toutes ces particularités, toutes ces disciplines, des disciplines complémentaires pour essayer à la fois de comprendre et à la fois de se dire qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, comment est-ce quel message pourrait-on donner à l'entreprise et puis à l'entreprise laquelle. On va commencer pour ne pas être à retard. Encore une fois, c'est un extrait du travail réalisé, un travail qui a été réalisé avec le concours de plusieurs chercheurs des arts, collaboration externe aussi à l'INRS avec Sandrine Coaroli, qui nous a bien accompagnés sur l'encadrement de la thèse Clara. Le constat, bon, comme vous l'avez compris et évoqué, comme on avait évoqué tout à l'heure, la promesse de l'industrie 4.0 avec la volonté d'intégrer le robot qui accompagnerait en fait l'intelligence de l'humain avec ses exigences, son expérience, son adaptabilité, avec la robustesse et la précision d'un robot qui fait toujours la même chose, mais il est très précis. Voilà, c'est une machine, on sait la programmer. Pour une promesse, double promesse, à la fois pour la santé et sécurité de ces opérateurs, mais aussi du point de vue de la productivité, avec une productivité en termes de quantité et de qualité qui augmenterait avec cette promesse de collaboration entre les opérateurs et le robot. Bien évidemment, tout d'abord, la première préoccupation du concepteur, c'est la sécurité, n'est-ce pas? Voilà, qu'on soit friendly. Et puis, on se concentre sur ça. Il y a des normes, il y a des exigences, il y a de la réglementation sur les éléments de sécurité du robot. On reste dans un climat friendly, qu'on puisse travailler avec ce robot et pas nous amener dans des situations de sécurité qui ne sont pas acceptables. Et moi, après, sur la question des troubles musculo-squelettiques, là, ça se complique. Parce qu'en fait, les exigences de sécurité sur ces troubles d'exigence, ces troubles de gâchette, il y a peut-être des gens qui ont travaillé sur la conception d'un robot, sur les gâchettes de sécurité à double main, à les garder activés tout le long de la réalisation de la tâche. Comment est-ce que ces exigences de sécurité, voire les dispositifs qui sont mis en œuvre pour répondre à ces exigences de sécurité,
comment est-ce qu'on peut les prendre en compte pour ne pas déplacer en fait la problématique d'une problématique de sécurité à une problématique de santé au travail, notamment les troubles musculo-squelettiques. Donc l'objectif de notre étude était double, à la fois de combiner une analyse objective de la sollicitation biomécanique en situation qu'on a appelée contrôlée de travail, faisant appel aux professionnels d'une entreprise, mais soustraire en fait la réalité du travail et se concentrer sur l'analyse biomécanique dans une situation contrôlée qui ne prenait pas en compte l'organisation et tous les éléments de l'activité de travail. Combiné ensuite avec une activité de travail qui serait analysée plus en profondeur, à la fois biomécanique, psychosociale et cognitive, sur l'analyse du geste. Donc, deux axes complémentaires qui mobilisaient les mêmes professionnels d'une entreprise. Une fois dans une situation contrôlée, on soustrait le travailleur de son lieu de travail. Il utilise le même robot qu'il a été a priori formé à l'utiliser. Et de l'autre côté, on le suit, on essaie de comprendre son activité de travail et le geste professionnel. Une première phase d'analyse avec une observation globale de l'activité pour mieux comprendre l'entreprise, ses besoins, et puis l'intégration de ce robot qui nous a amené en fait vers une caractérisation de l'usage de la meuleuse traditionnelle qu'ils utilisaient depuis un certain temps. Pour pouvoir les analyser, encore une fois, les mêmes postures en situation avec le robot. Une identification donc des postures et puis de positionnement de la meuleuse vis-à-vis de l'opérateur lors des tâches de débarbage qui consiste à enlever le surplus de matière qu'il doit recommander. Et des analyses qui se sont concentrées. Du coup, on a soustrait ces situations de travail réel pour pouvoir les tester en situation contrôlée. Pourquoi ce choix? Parce que, comme vous voyez, il y a des mouvements un peu combinés entre des choix qui ont été opérés dans unidirectionnel et qui se transformaient, qui se concrétisaient en fait en situation réelle, aussi dans des tâches alternées qui combinait en fait l'unidirectionnel en différentes dimensions. Donc on a fait le choix d'analyser ces tâches-là dans une situation contrôlée avec l'usage de la meuleuse traditionnelle qu'ils utilisaient de manière habituelle lors du travail, et avec le robot qui lui aussi était introduit dans la situation de travail. Différents paramètres étaient variés par ailleurs, notamment les efforts qu'on demandait à réaliser, d'appui sur la plaque d'acier, puisque ici c'était une plaque d'acier qui s'apparentait à l'acier qui travaillait par ailleurs dans la situation réelle de travail. Et puis des directions qu'on avait soustraites de cette situation réelle de travail et qu'on puisse les analyser de manière un tout petit peu plus fine et puis de manière indépendante pour comprendre la situation de travail. Avec un enregistrement des activités musculaires et puis à l'aide des outils d'analyse de posture. Ensuite, en situation réelle de travail. Bonjour à tous. Donc on passe effectivement à l'axe 2 qui concerne l'analyse du geste professionnel en situation réelle de travail. Et pour cette étape, il y a donc une analyse d'un geste de meulage vertical et d'un geste de meulage horizontal. Ils ont été analysés en situation réelle et on parle de la situation traditionnelle, manuelle, et la situation assistée par le robot. Au niveau du recueil de données, bon, là encore, c'est assez classique, ce sont des observations systématiques, complétées par des verbalisations au poste et des entretiens de différents types, notamment des autoconfrontations, dans lesquelles on peut être mobilisé des échelles visuelles analogiques pour certaines dimensions du geste. Et donc ensuite, il y a l'analyse des dimensions du geste, donc des dimensions biomécaniques
cognitives et psychosociales qui vont faire appel à différentes techniques de recueil, par exemple pour les postures et la répétitivité, on va être sur le post-codage. Pour les dimensions cognitives, psychosociales ou les efforts, on va être sur de l'analyse de contenu des verbalisations de verbatim, contenu d'analyse thématique, et la mobilisation des résultats des échelles visuelles analogiques. Et chacune des dimensions, donc biomécanique, cognitive et psychosociale, elles vont donner lieu à une catégorisation de plus en plus fine pour avoir une analyse la plus fine possible. Vous avez un exemple ici, je pense que c'est la dimension cognitive qui va donner lieu à 3 catégories, 3 sous-catégories qu'on va redécliner ensuite en différentes sous-catégories que j'évoquerai tout à l'heure. Du coup, très rapidement, en termes de résultats, en situation contrôlée, on a pu constater qu'en fait, en termes de posture, à différents niveaux des membres supérieurs et du dos, on voit qu'il y a une différence significative entre les postures réalisées en situation de meulage traditionnel, avec la meuleuse traditionnelle, et avec le gobo, et que ces situations n'étaient pas toujours en faveur de la prévention des troubles musculo-squelettiques si on considère des tables ergonomiques sur les plages de posture. Qu'est-ce qu'on constate également, c'est que tous les angles et les amplitudes articulaires lors de l'usage du gobo étaient de manière globale plus amples qu'en situation de meulage traditionnel. Des situations qui peuvent se comprendre par notamment la structure et les caractéristiques techniques de cet outil qui est plus développé, plus important. Et qui nécessite, comme je le disais tout à l'heure, pour des exigences de sécurité, avoir les deux mains sur les gâchettes et puis sur des poignées du robot collaboratif qui ne sont pas modulables. En termes d'activité musculaire, on constate en réalisant ces analyses biomécaniques sur l'enregistrement d'activité musculaire au niveau des membres supérieurs et du dos, c'est que de manière globale, encore une fois, l'activation musculaire des membres supérieurs elle est moins importante lors de l'usage du gobo, sauf pour le dos. Donc, il y a une différence significative entre ces deux situations et il y a quand même une attention particulière à porter aux muscles du dos. Qu'est-ce qu'on constate également, c'est que la qualité et la précision des efforts réalisés lors de meulage avec le gobo était beaucoup plus diminuée par rapport à l'usage de la meuleuse traditionnelle, que ce soit pour le paramètre effort qui a été varié ou pour le paramètre direction de meulage. Vous pouvez identifier qu'en fait, avec le gobo, on est quasiment 2 fois moins précis qu'avec la meuleuse traditionnelle. Bon, en même temps, j'attire votre attention dans ces comparaisons sur le fait que ces professionnels, ça fait toute une vie qu'ils utilisent la meuleuse traditionnelle, et là, ça fait juste quelques temps qu'ils utilisent le robot collaboratif, et que par ailleurs, enfin, voilà, il y a des choses autres qui vont intervenir et qu'on va vous expliquer tout à l'heure, qui font que l'usage du gobo, il est plus ou moins quotidien, plus ou moins utilisé, enfin, voilà. Donc, ce qui est à retenir en fait de cette situation, c'est que ce qui est plus important pour nous, c'est que, ok, la précision elle est moins importante, mais surtout qu'elle a la même tendance. C'est-à-dire que même avec la meuleuse traditionnelle, quand on a un effort plus important, le F1, quand on a un effort plus important, on maîtrise un effort moins important, pardon, un F1, on maîtrise plus l'usage de la meuleuse traditionnelle que quand on a un effort plus important.
C'est-à-dire que plus les exigences augmentent, moins on maîtrise la réalisation de la tâche. Mais bon, vous voyez, en réalisation avec la meuleuse traditionnelle, on est dans des efforts qui arrivent à être réalisés au niveau de 85% du temps. Alors qu'avec le robot, on est à 50%. En tout cas, la tendance, elle est toujours la même. On va continuer pour ne pas être en retard. Donc là, on va passer à l'axe 2. Donc, en fait, on essaie d'accompagner l'analyse du mouvement, donc, que nous avons présenté à Daniela, par l'analyse du geste professionnel. Donc, cette étape, en fait, ça fait l'objet d'un test de Clara Shoes, et le manuscrit, voilà, est disponible si vous souhaitez le consulter. Donc, dans cette étape-là, il y a eu un modèle qui a été proposé par Clara, vous voyez à l'écran, qui est en fait un modèle qui a été réalisé sur la base de compilation de modèles de la littérature, et puis avec une description de chacune des dimensions que Clara a proposées. Donc, c'est un modèle dans lequel on considère en fait la survenue des TMS comme étant liée à l'impossibilité pour les travailleurs d'arriver à ajuster leur geste professionnel à cette nouvelle situation de travail qui est induite par l'utilisation du robot et de façon à maintenir la santé et la performance. Donc, Clara a proposé ce modèle de geste professionnel qui inclut une dimension biomécanique. Alors, vous retrouvez l'apnée classique, posture, répétitivité et forte vibration. Et puis, elle a décliné la dimension cognitive en recueil et traitement des informations perçues, prise de décision et concentration mobilisée dans le geste réalisé, donc vraiment tout ce qui a trait à la prise et au traitement d'informations. Et elle a décliné la dimension psychosociale sur la qualité du travail perçu, les émotions ressenties, la protection de soi, l'empêchement et la possibilité de reconnaissance au travers du geste. Donc plutôt la manière dont les opérateurs vont pouvoir vivre et ressentir leur travail. Alors, c'est une étude de cas qualitative, donc il y a énormément de données. Il y a une analyse de ces deux gestes professionnels dans les situations traditionnelles et en situation assistée par le robot, dimension par dimension, donc chacune des dimensions, et ensuite il y a une analyse de l'articulation des dimensions pour pouvoir voir comment ça fonctionne de façon globale. Donc, on ne peut pas vous présenter la totalité des résultats, on va vous présenter un exemple en partant de la question des efforts, qui est importante dans cette étude, parce que la demande au départ, elle porte un là-dessus. On introduit un robot qui est censé aider les opérateurs, notamment sur le point de vue des efforts et des vibrations. On se retrouve dans une situation où les évaluateurs n'utilisent pas le robot. Donc, la demande initiale, c'était quand même celle-là, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Et donc, Clara a fait passer des échelles visuelles analogiques sur cet effort auprès des opérateurs. Et en fait, elle montre qu'on a une diminution de l'effort global ressenti dans la situation assistée par le robot, ce qui est cohérent avec les résultats que vous a présentés Adriana. Pour autant, la réduction elle semble faible, compte tenu du fait que le COBOL est censé les soulager davantage et prendre en charge tous les efforts qui sont liés à cette activité de nommage. Donc, il y a eu un travail derrière qui a consisté à se dire on ne peut pas comprendre la question des efforts de façon complètement indépendante des autres dimensions, et on va essayer d'aller la comprendre en regardant l'articulation avec les autres dimensions du geste professionnel. Et en faisant ça, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, il y a une diminution des efforts, mais qui sont en fait liés à la prise en charge de l'effort lié au port de charge de la meuleuse. Mais de façon simultanée, combinée, on a l'apparition de 3 nouveaux types d'efforts qui ont été nommés comme effort de maintien des données du terminal, je vais les déterminer, effort de retenue du terminal du gogo et effort de positionnement du terminal du gogo. En fait, ce qui se passe dans une situation de travail. Donc là, si vous voulez, dans la représentation schématique, vous avez la dimension de mécanique en haut en marron, vous avez la dimension cognitive en vert et la dimension psychosociale en bleu. Et on essaie de voir comment ça tourne au niveau des dimensions. Donc ce que montrent les résultats, c'est qu'en fait, quand les opérateurs travaillent avec le robot, ils sont obligés de maintenir des boutons qui sont situés sur le poignet du terminal du robot, tout simplement pour des exigences de sécurité. C'est pour que le robot se mette en fonction, il faut le maintenir de façon permanente pour que ça puisse continuer à fonctionner. Donc ça génère pour les opérateurs une augmentation de la concentration, et effectivement, quand on avait analysé l'impact de l'utilisation du robot sur la concentration, on avait une augmentation qui était augmentée. Et en parallèle, ça génère pour les opérateurs des situations d'empêchement, parce qu'ils vont expliquer qu'en situation traditionnelle, ils arrivent à garder la position des mains, alors que dans la situation assistée par un robot, ils sont obligés de maintenir les mains dans la même position.
L'effort de retenue du terminal du Kobo, en fait, c'est un effort où les opérateurs vont effectuer un effort dans le sens inverse à un mouvement qui est initié par le Kobo. Donc, en fait, ils vont essayer de le retenir. Il y a un système qui permet de démultiplier les efforts et il y a un système anti-vibratoire pour diminuer le ressenti des vibrations. En fait, ça va complètement modifier les repères sensoriels de l'opérateur qui auparavant sentait, il avait un ressenti proprioceptif. Du coup, ils vont avoir des difficultés à déterminer la force qui est appliquée. Donc là, vous avez un verbatim. Excusez-moi, parce que c'est petit. Là, je dois retenir le truc. Si tu appuies trop, bam, tu descends. Parce que c'est bizarre, mais je veux dire, tu sens la matière, elle est comme du chewing-gum. Tu n'as pas de retour. Donc, ils sont vraiment en difficulté. En fait, ils vont craindre deux choses. Une première chose, c'est d'aller trop loin et de faire un écran, donc de dégrader la qualité. Ou alors, d'avoir des problèmes de sécurité, parce que si la force appliquée est trop grande, ils peuvent même aller jusqu'à casser le disque. En conséquence, ils vont retenir le Kobo. Le troisième effort qui est un peu lié, c'est un effort de positionnement du terminal du Kobo. Alors, il faut comprendre que le terminal du Kobo, en fait, il est composé de 7 articulations, que chacune est pourvue d'un moteur. À chaque fois que l'opérateur va bouger légèrement le terminal du Kobo, tout va se mettre en fonction. Ça va entraîner une perte de contact entre le disque et la surface qui est appelée. Et donc, ça va générer pour les opérateurs, une première chose, c'est qu'ils vont chercher à prendre une information visuelle qui n'existait pas dans la situation manuelle. En fait, ils vont se retourner pour regarder la position du bras, la position derrière eux, en permanence. D'ailleurs, ça explique des postures qu'on a pu trouver au niveau de la torsion du joint et qu'on n'aurait pas su expliquer a priori. Donc, qui cherchent, avec cette information visuelle, à anticiper la manière dont le Kobo va bouger. Et ensuite, il va y avoir de toute façon un effort d'ajustement pour essayer de réappliquer le Kobo sur le disque avec le même niveau que le boulage initial. Et là, il peut y avoir des difficultés à le faire. S'il y a des difficultés à le faire, ça va générer des crampes au niveau de la pièce. Et là, en fait, en haut à droite, ce que vous voyez en haut, c'est la qualité de la pièce quand vous utilisez la situation traditionnelle. Et en dessous, c'est la qualité de la pièce quand vous utilisez la situation assistée par le Kobo. Donc, on voit que la qualité n'est plus du tout la même. Donc, il y a un sentiment de qualité qui est largement dégradé pour les opérateurs lorsqu'ils utilisent le Kobo. Ça va avoir des incidences sociales vis-à-vis des collègues. Ça va avoir des incidences sur les activités de derrière, parce que les activités d'usinage peuvent être mises en difficulté si le meulage n'est pas parfait. Et puis ça va avoir des incidences sur le temps, puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'opérateurs qui en fait, vont faire le choix de repasser à la meuleuse manuelle après avoir utilisé le Kobo pour obtenir la qualité des balverages souhaités. Là, vous avez aussi un verbatim. Une fois on croit qu'il va aller droit, on le ras. Et puis, s'il est un peu tordu, ça va repartir un peu en biais, il faut le ramener. Bon, donc il y a eu un certain nombre de résultats en fait qui ont permis de remettre à l'utilisation du Kobo en lien avec ce geste professionnel dans son ensemble et qui ont permis finalement de comprendre pourquoi dans cette situation systémique de Kobo, on trouvait plus de douleurs renvoyées, en tout cas perçues, évoquées par les opérateurs dans la situation manuelle, une durée des bavurages augmentée, une qualité perçue comme moins satisfaisante et une augmentation de la concentration et des situations qu'ils jugent stressantes en dépit de la prise en charge d'une partie des efforts. L'intérêt en fait de cette étude, c'est aussi de remonter sur des déterminants élargis de la situation de travail, donc dans la thèse de Claire Achoud, elle a évoqué un certain nombre de points de référence, de pistes qu'on pourrait discuter et qui touchent tant la conception du Kobo, j'en ai évoqué un certain nombre, mais que des aspects organisationnels, sociaux, des questions de formation, etc. Donc, en conclusion, on va essayer de conclure très rapidement au regard de la synthèse qu'on vous a présentée. C'est que de manière coordonnée, à la fois en situation contrôlée et en situation réelle de travail, les efforts diminuent. Même l'effort global ressenti par les opérateurs, il diminue lors de l'usage du Kobo, mais attention aux muscles du dos, c'est-à-dire qu'on a déplacé un tout petit peu la problématique des membres supérieurs vers le dos, parce que ce qu'on a vu aussi en situation réelle, c'est que des nouveaux efforts émergent et qui, en combinaison et en articulation avec les autres dimensions du geste, posent d'autres questions. De la même façon, la diversité des postures enregistrées et puis analysées en situation contrôlée se retrouve aussi en situation réelle de travail,
avec une diversité rencontrée à la fois avec la nauleuse traditionnelle, mais aussi avec le kobo, et une diversité des postures qui n'est pas toujours en faveur de la prévention des troubles musculo-squelettiques. La précision, grande question pour les opérateurs, pour l'entreprise, pour tout le monde. On voit que de manière concertée à la fois en situation contrôlée et en situation réelle de travail, cette précision diminue et que avec l'analyse globale à la fois en situation contrôlée et l'analyse du geste dans toutes ces dimensions de manière articulée nous amène à dire que lors de la mise en œuvre d'une situation de robotique collaborative, il faut se poser la question, on en a vu avec Aurélie tout à l'heure, de la nécessité d'une situation de robotique collaborative et surtout la prise en compte de la situation de travail dans sa globalité. Avec cette attention particulière évidemment sur les facteurs biomécaniques qui sont plus proches, qui sont plus visibles, qui sont plus exprimés, je dirais c'est plus ça. Mais aussi de manière articulée avec les autres dimensions du geste professionnel dans la globalité de la situation du travail. À la lumière de ces résultats, évidemment, on a pensé à quelques points de vigilance en direction des entreprises qui utilisent les robots collaboratifs en matière de l'organisation, de prise en compte de cette globalité, de réorganisation, puisque le travail n'est pas tout à fait le même quand on introduit un autre objet, mais c'est pas la nouveauté que je vous apporte ici, surtout à vous et vos membres de terrain. Mais surtout se dire de quelle manière cette nouvelle situation de travail va être réorganisée, accompagnée par notamment la formation de ces opérateurs, mais formation à quoi? Au fonctionnement du kobo, mais peut-être un peu au-delà de comment est-ce que cette situation de travail et l'introduction du kobo devient un outil qui permet un développement des gestes professionnels des opérateurs, et puis en direction des concepteurs des robots du point de vue de leurs caractéristiques techniques. Et puis on voit qu'on est encore à un niveau encore à l'étude de ces robots collaboratifs, notamment en termes d'impédance, en termes de développement cinématique, des bras articulés, des moteurs, enfin voilà, tous ces éléments-là sont à prendre en compte pour une situation de travail plus en faveur de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter de nos articles ou le site INRS dédié à la robotique collaborative. Merci.